It's been such an honor to witness the immense and sheer force of the Galleon Forum Africa, from the youth to the innovators to the panel contributors, keynote speakers, and especially the organizing logistics team, along with all the volunteers. I sincerely thank Professor Ava Mary Kolsak for the opportunity. I cherish her dearly, as I know all of us in this room do too. I have a background in international relations and I'm a social worker by training. Earlier in my career, I worked with victims of domestic abuse, child sexual abuse, refugees, and indigenous people of Malaysia, where I'm from. For the last 7 years, I have been with the United Nations University of Global Health, and we are a think tank of the United Nations. I am the head of strategy and partnership, and I oversee the implementation of our 5-year strategic plan. And I expand, or rather, I'm trying to expand the cross and multi-sectoral collaborations. I'm here today as your co-moderator alongside Mr. Insa and our wonderful panelists to discuss digital health and AI in the context of health sovereignty. Each of our panelists will have about 5 minutes. We just got the note to finish at 5 p.m. sharp, so we'll try and keep it tight. Each panelist will have 5 minutes for their interventions, and then if we have time, we'll open the floor for any questions or comments. Before I introduce the session, I would like to kindly invite Mr. Insa, our co-moderator, to introduce himself. Merci beaucoup, Vincia. C'est un très grand plaisir d'avoir été invité dans ce panel. Et je souhaite la bienvenue à tous nos panélistes qui sont des gens extraordinaires qui ont eu à travailler sur beaucoup de sujets. Sur beaucoup de sujets et qui sont extrêmement utiles. Alors, je parle en français pour permettre aux autres qui parlent en français de se sentir un peu plus inclus et d'équilibrer un peu le choc des langages. Alors, je m'appelle Insa Touré, je suis spécialiste en transformation digitale ici au Sénégal. Et depuis ces 10 dernières années, j'ai travaillé avec mes équipes sur le design et l'implémentation de produits digitaux. Et ces 3 dernières années, nous sommes beaucoup plus focalisés sur l'implémentation de l'intelligence artificielle dans différentes économies, mais aussi dans différents challenges qui coûtent énormément d'argent au continent africain. Et avec aussi mes équipes, nous avons beaucoup travaillé sur la création de modèles de langage beaucoup plus spécifiques ici au Sénégal et qui permettent de connecter les gens qui ne sont pas connectés avec l'intelligence artificielle. Et enfin, j'ai un diplôme en political science sur lequel je suis actuellement en train de faire mon PhD. Et c'est un réel plaisir aujourd'hui de vous accueillir, vous et nos autres aussi ici présents. Thank you, Mr. Insa. So now to introduce our session. Across Africa, digital health and AI are increasingly recognized as transformative forces in reimagining health systems, from strengthening data systems and diagnostics to enabling personalized medicine, pharmaceutical innovation, and supply chain optimization. These technologies not only bring efficiency and equity in service delivery, but also offer a pathway to greater self-reliance and health sovereignty across the continent. Our session today has brought together a distinguished group of experts and practitioners to reflect on what's already working, where the opportunities lie, and what it will take to scale sustainable digital and AI solutions in African health systems. Sustainable being the key word. Together, we'll explore practical examples to understand how Africa can embrace continent-wide transformation that is inclusive, ethical, and locally led. With that, I invite our first panelist, Professor Marius. Professor Marius is an honorary professor in the Faculty of Medicine of Marseille, ex-Marseille University.
Professor is comfortable using the podium. So Professor, your question is, how do you think healthcare innovations and the use of AI in Africa can improve data collection, diagnosis of common conditions, and governance of health systems and services in Africa? Professor, the floor is yours. Thank you. Avant d'essayer de répondre à ces questions, je ne peux pas manquer de remercier Madame la Présidente du Forum, le professeur Ava Maria Kolsek, qui m'a fait l'honneur de m'inviter et me donner la parole aujourd'hui. Et puis, je voulais aussi y associer mes remerciements pour le professeur Ibrahima Seck, qui a été mon premier contact et qui m'a également permis de participer à ce forum extrêmement intéressant. Alors, pour essayer de répondre à vos questions, à la question qui a été posée, je pense qu'il faut en poser d'autres encore et se dire comment on peut bénéficier dans un environnement particulier de l'intelligence artificielle, comment on peut améliorer la souveraineté, puisque tel est le thème principal du colloque en santé. Comment s'assurer que l'intelligence artificielle soit réellement adaptée aux réalités africaines, c'est-à-dire le slogan « l'intelligence artificielle par l'Afrique, pour l'Afrique ». Eh bien, je vous propose d'abord de commencer par identifier ces principales caractéristiques de cette intelligence artificielle. C'est des choses très basiques que tout le monde sait, mais qu'il faut avoir présent à l'esprit pour ensuite être conséquent dans les actions que l'on va développer. Premièrement, ce qui me paraît important de rappeler, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas uniquement un progrès technologique et les innovations que l'on voit sont principalement axées sur la technologie. Il ne faut pas oublier que ça n'est qu'un aspect de la question parce que l'intelligence artificielle n'est pas uniquement un progrès technologique. L'intelligence artificielle transforme les usages. L'intelligence artificielle transforme les systèmes d'information. L'intelligence artificielle transforme les organisations, ce qui est extrêmement important. Toutes ces raisons, une approche structurée. Retenons ça déjà. Si on pousse un peu plus loin l'analyse, eh bien, on se rend compte que l'intégration de l'intelligence artificielle demande un certain nombre de prérequis, ou en tout cas d'éléments de base. Dans les processus de soins, on va en avoir besoin, on va utiliser l'intelligence artificielle, oui, mais elle s'appuie sur les données du patient. Donc il faut déjà disposer des données du patient. Pour bénéficier des améliorations, il faut avoir cette base qui semble évidente, mais qui de temps en temps fait défaut. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la faible disponibilité des données locales, la fragmentation des systèmes d'information un peu partout, et notamment en Afrique, mais on retrouve cette problématique ailleurs, il ne faut pas croire. C'est un défi majeur pour les acteurs, et principalement pour les acteurs africains, puisqu'on parle ici de l'Afrique. Donc c'est un aspect extrêmement important, c'est-à-dire qu'on a besoin des données pour aider aux soins des patients, et on a besoin des données pour améliorer les résultats des algorithmes. Ces données, elles sont fondamentales, elles sont centrales, et il faut s'organiser pour pouvoir en disposer correctement. Il faut aussi avoir ça à l'esprit. Et puis pour bénéficier de l'intelligence artificielle de manière optimale, il faut travailler donc sur quoi? Pas uniquement sur des innovations technologiques, mais sur la qualité des données, puisqu'elle promet de meilleurs outils et de meilleurs usages, et la meilleure qualité possible. La qualité des données. L'interopérabilité des systèmes. Si on veut disposer des données, il faut que les systèmes soient interopérables. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour justement disposer de systèmes interopérables, pour partager et réutiliser les données. Il faut travailler sur les biais, puisqu'on a bien compris que si on veut avoir des outils adaptés à l'Afrique, il faut que les informations qui sont utilisées pour apprendre dans les algorithmes soient typiquement correspondent à des cas que l'on rencontre sur le terrain ici en Afrique. Donc attention, ne pas se laisser avoir par des biais qui nous amèneraient à de mauvaises solutions ou des solutions non optimales tout au moins. Il faut renforcer la littératie en santé, il faut renforcer la protection de vie privée. Tous ces points mériteraient de plus ample développement, mais je crois qu'il faut les avoir déjà présents à l'esprit, au moins citer ces points qui sont des points à reprendre. Donc, au-delà d'un soutien simple sur le développement des techniques de l'intelligence artificielle, eh bien, ces questions demandent le cas stratégique, je l'ai déjà dit. Cette structuration ne peut venir que de l'État. Je ne pense pas que ça puisse être autre chose. Je vais prendre un exemple pour être un petit peu simple, mais pour bien me faire comprendre. Je vais prendre l'exemple du code de la route. Quand les voitures ont commencé à se développer, l'industrie a commencé à développer les voitures pour se déplacer, ça devenait chaotique. Il a bien fallu
fallu mettre de l'ordre. Qu'est-ce qui a été fait? Ce n'est pas des utilisateurs qui est sorti le code de la route. C'est d'en haut que c'est venu. Donc c'est l'État, les gens qui ont en charge la sécurité, qui vont dire voilà comment il faut faire. On roule à droite dans le pays ou on roule à gauche dans le pays, peu importe. On choisit le code, mais le code est donné par le pays. Et alors après, le code, ce n'est pas choisir les outils. Le code ne vous amène pas à choisir votre voiture. Le code ne vous invite pas à choisir votre destination. Le code ne vous invite pas à choisir l'itinéraire. Mais le code vous donne des règles qui doivent être appliquées par tous, tout le temps, dans le pays. Voilà. Et ça ne peut pas, et c'est imposé, ça ne peut pas venir d'une démarche chaotique, innovante, certes intéressante. Les pionniers sont très, très intéressants, mais il faut savoir que c'est très limité en termes d'efficience. Donc il faut y mettre de l'ordre, et cet ordre vient par un code, un cadre d'interopérabilité, un schéma directeur qui doit être élaboré au niveau du pays tout entier. Et les organisations doivent disposer de systèmes d'information qui doivent être robustes. Hein, et pour avoir ça, il faut absolument une stratégie qui soit axée sur les données. Et c'est le cadre que je réclame à travers cet exemple du code de la route. Hein. Donc, pour pouvoir utiliser ces données, pour pouvoir les réutiliser, il faut travailler sur l'interopérabilité du système. Et ça, ce n'est qu'au niveau le plus haut dans la stratégie du système d'information de santé et du système de santé plus généralement qu'on va retrouver cette possibilité. Il s'agit donc finalement, dans cette démarche, de mettre en place une véritable gouvernance que je pourrais appeler AI Ready, hein, prêt à l'intelligence artificielle, et les pays doivent développer cette démarche avec des schémas directeurs définis de façon officielle par voie d'arrêté, donc officiellement, comme le code de tout à l'heure, dans mon exemple de tout à l'heure, par voie officielle, eh bien, par arrêté ministériel, par la loi, peu importe, le pays choisit les modalités d'action qui lui conviennent. Comment identifier un patient? Comment peut-on imaginer suivre un patient, puisqu'on dit tout le temps le patient est au centre du système? Il est au centre, mais on n'est pas capable de l'identifier correctement d'un établissement à un autre. Il faut un identifiant. Et ça doit être construit au niveau du pays. Ça ne peut pas être fait au niveau de l'hôpital, au niveau de la structure, au niveau du centre de soins. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas émerger comme ça. Il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent de ce problème-là, parce que identifier le patient, c'est primordial. Et puis ensuite, comment on va utiliser, quel code utiliser pour, je ne sais pas, désigner tous les professionnels de santé, savoir qui a fait quoi? Ben, il faut avoir un code pour un professionnel de santé. Dans quelle structure ça s'est passé? Eh bien, avoir un code des structures qui soit établi au niveau national au moins. Quels médicaments on a prescrit? Un code unique pour les médicaments, pour qu'ensuite toutes ces informations qui auront été codifiées vont pouvoir être rassemblées et être la base, d'une part, des soins que l'on va apporter aux patients, et ensuite la base de ce qui va permettre d'enrichir les algorithmes d'intelligence artificielle. Et il va falloir soutenir donc les structures qui demandent à aller dans ce sens-là, qui veulent innover dans ce sens de l'intelligence artificielle, mais encore faut-il les soutenir pour que leur système d'information soit de plus en plus adapté et soit, disons, en phase, en congruence avec le code qui aura été établi, le schéma d'interopérabilité, le cadre général qui aura été fixé par le pays pour travailler dans le domaine de l'information de santé. Voilà. Il faut développer évidemment aussi et adapter les formations. C'est juste quelques points que je voulais juste nommer et je terminerai par ça parce que c'est extrêmement important. On entend toujours parler des difficultés qu'il y a, de la résistance des médecins qui ne veulent pas éventuellement appliquer ces genres de règles ou n'ont pas encore compris qu'il faudrait appliquer ce genre de règles. Bien, si vous voulez, c'est un petit peu comme le code de la route. De temps en temps, il faut qu'il y ait des amendes qui soient données. Hein. C'est des incitations, mais aussi des amendes éventuellement. Mais si vous voulez avoir accès à certains financements, vous devez être compliant avec ces règles. Que vous soyez du pays, que vous soyez ONG, que vous venez d'ailleurs, c'est le pays qui fixe la règle. Ce n'est pas vous qui fixez la règle, c'est le pays qui la fixe. Encore faut-il qu'il se donne les moyens de la fixer. Ça, c'est important. Et alors, on dit, les médecins sont très réticents, etc. Je crois qu'il faut aussi adapter les formations, introduire dans les études médicales une sensibilisation à ces problématiques, à ces technologies, à ces méthodologies qui, on dirait que ça coule de source, mais en fait, ça va mieux en le disant, et surtout, ça va encore mieux en le faisant. Et donc, il faut améliorer les savoir-faire, la maîtrise des technologies. Là, il y a des formations à mettre en place, à pousser, à favoriser. Et je crois que c'est à ce prix que
En quelques mots, excusez-moi, j'ai été un peu elliptique, mais je crois que c'est à ce prix que l'on aura vraiment la possibilité de faire de l'intelligence artificielle adaptée aux besoins des pays africains. Et surtout, je dis africain, mais je pourrais dire dans tous les pays, c'est la même chose. Les problématiques sont identiques. Il faut avoir le substrat sur lequel on construit. Ce sont des systèmes d'information cohérents, des données cohérentes, des données de bonne qualité. Et à ce moment-là, on aura toute la valeur ajoutée que l'on attend des technologies de l'information et de la communication avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou l'informatique avancée, comme il vous plaira. Je vous remercie. Thank you, Professor, for highlighting themes that have already come up multiple times, actually, during the whole week. First being data being a foundation for sovereignty. It's important that we build reliable and interoperable was the word used, at least the one that I heard, and secure data systems is central to strengthening national ownership of health intelligence, so data being power and data being the new currency. The other bit that I found very interesting from your points, Professor, was the need for regional or inter-country collaborations where health sovereignty in the digital era will depend on shared standards and regulations. As we move forward with AI, we need defined standards and open learning, training, which was also mentioned, and regional collaboration to accelerate impact. Thank you, Professor. We have Mr. Jean Filbert online, I hope. Has he joined? If not, in the interest of time, we'll come back to Mr. Jean Filbert, but we can move ahead first with Professor Mohammed Khalid, if you don't mind. Professor Mohammed Khalid is the president of Ongyenda Africa and also professor of pharmacology in Marrakesh. Okay. So Professor's question for all of us in the room is, as a director of an international NGO, could you tell us how artificial intelligence and digital pharmaceuticals could contribute to achieving health sovereignty in African countries? Professor, the floor is yours. Merci beaucoup. Excusez-moi, une confusion, car on m'avait demandé qu'il y ait une intervention en termes de keynote que j'avais préparé longuement. Mais bon, comme apparemment il y a une crainte de temps, ne vous inquiétez pas, je serai très très concis. Mais je commencerai, je veux dire, la technologie c'est très important, mais je commencerai par, je crois, une question plus fondamentale que la technologie. Je crois que le débat qui a commencé ce matin en ce qui concerne la souveraineté médicamenteuse, c'est-à-dire en termes de la production locale en Afrique, l'importance de l'IA aujourd'hui, je la prends personnellement comme une opportunité historique en fait pour notre continent africain, et c'est ce que je vais essayer en fait d'expliquer à travers quelques diapositives. C'est-à-dire aujourd'hui, face aux défis qu'on a donc en Afrique, par rapport au manque des médicaments, par rapport à la production locale des médicaments en Afrique, par rapport à la qualité des médicaments en Afrique, je vais essayer de démontrer aujourd'hui comment en fait l'intelligence artificielle, comme un outil stratégique aujourd'hui, comme une opportunité historique en réalité pour notre continent africain, pour essayer de répondre à ce besoin stratégique pour notre continent africain. En fait, on va voir en fait que des grands organismes internationaux aujourd'hui, comme la FDA, comme en Europe, comme l'OMS aujourd'hui, ils ont déjà en réalité intégré aujourd'hui les outils de l'intelligence artificielle en ce qui concerne les designs donc médicamenteuses. Et c'est très important. Comment aujourd'hui des grandes organisations donc internationales ont déjà adopté en réalité donc l'intelligence artificielle pour confectionner en fait tout un design en fait pharmaceutique. Et si vous vous rappelez bien, excusez-moi, c'est toujours la casquette du prof universitaire qui parle. Lorsqu'en pharmacologie, on parle de la découverte d'un médicament, le médicament, donc pour le découvrir, il nous faut une dizaine d'années, il nous faut tant d'investissement aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut presque découvrir un médicament en quelques mois.
et je dirais presque en quelques semaines et parfois même en quelques jours. Autant de dire aujourd'hui que pour notre continent africain, et lorsque je vois professeur Rokhaya par exemple avec sa pharmacopée donc, africaine, avec les plantes médicinales sur lesquelles elle a travaillé aujourd'hui, nous avons en réalité un patrimoine colossal en Afrique. En utilisant l'intelligence artificielle, on est capable à partir de ce patrimoine végétal très important de passer très rapidement en réalité donc, à la confection de nos médicaments en Afrique. Et c'est ça, en fait, cette opportunité historique qui est devant nous, qu'il ne faut pas la manquer, et pas du tout. Alors, quelles sont les grandes utilisations aujourd'hui, justement, de l'IA en termes de design moléculaire accéléré? C'est-à-dire, aujourd'hui, sur la base de la connaissance, nous avons une base de données internationale incroyable. Ce sont des millions et de millions de molécules connues par les chimistes, etc. À partir de cette base de données international incroyable, on est capable aujourd'hui, très rapidement, à partir d'une substance de données, de confectionner un design moléculaire. Deuxième chose, très rapidement de découvrir quels sont les candidats éventuels pour un effet thérapeutique. Aujourd'hui, l'IA peut très rapidement, en quelques heures, en quelques semaines, nous donner très rapidement que cette substance, que cette telle molécule est une molécule candidate pour un effet thérapeutique. En ce qui concerne les essais cliniques, et c'est une vraie problématique africaine, les essais cliniques, donc on est capable par rapport à nos pathologies, donc adaptées à nos conditions africaines, de lancer grâce à l'IA aujourd'hui, donc avec des temps très réduits, des essais cliniques qui nous permettent d'examiner et d'évaluer en fait des candidats potentiels. En termes de pharmacologie, vigilance proactive, c'est possible aujourd'hui donc de suivre la toxicité donc de nos molécules, notamment prenons l'exemple par exemple des cancers où on a des thérapeutiques importantes qui coûtent très cher, mais en réalité on ne suit pas leur toxicité. C'est possible aujourd'hui avec la pharmacovigilance et avec l'IA. L'industrialisation intelligente, justement lorsqu'on parle aujourd'hui de la production locale africaine, on est capable de confectionner donc un design industriel donc optimisé qui nous permet très rapidement en fait de confectionner nos médicaments. Je vais passer très rapidement sur l'importance aujourd'hui de la réglementation. C'est très important. Aujourd'hui, je crois qu'avec cette opportunité en réalité qui existe donc dans le monde, le cadre réglementaire est très important. Et je crois que nos gouvernements, les instances en réalité, les universités doivent, à mon avis, aller de bras ouverts très rapidement pour essayer de s'inspirer en fait de la FDA, de l'EMA en Europe, de l'OMS, etc. pour positionner un cadre réglementaire de l'utilisation de l'intelligence africaine en Afrique. Je crois que c'est très urgent d'essayer en fait de mettre un cadre réglementaire qui cadre en réalité l'utilisation de l'IA en termes d'une production locale médicamenteuse en Afrique, et c'est très très important. On est toujours pris par le temps, mais je vais finir par une seule chose, une recommandation. La question, et monsieur professeur avant moi parlait de la question de la donnée. Je crois qu'aujourd'hui, les billets de la donnée, c'est quelque chose de fondamental. Je veux dire, l'IA se base principalement aujourd'hui sur les données des autres, c'est-à-dire les données en Amérique, en Europe, etc. Il est impossible, en fait, de confectionner nos médicaments uniquement sur la base des données des autres. Et justement, et là on revient à la question, en fait, de l'importance de faire grossir en réalité nos données et de les développer davantage, de les sécuriser en adaptation totale avec notre génétique, avec nos conditions pathologiques, etc. Et on ne peut en réalité confectionner nos propres médicaments que sur la base d'une adaptation réelle par rapport à... Donc la question de la souveraineté en réalité médicamenteuse, elle est liée à la question fondamentale de la souveraineté de la donnée, et ça c'est le point capital, et je crois que ça a été déjà explicité. La deuxième chose, c'est la question de la dépendance technologique. Il est vrai, lorsqu'on parle de la souveraineté, je veux dire, il faut quand même s'ouvrir, surtout on ne va pas non plus
comment dirais-je, refaire la roue. Non, c'est très important à travers les collaborations internationales, à travers l'ouverture internationale aujourd'hui. Si on veut aller véritablement vers une souveraineté industrielle, il est très important à ce que cette dépendance soit, comment dirais-je, bien cadrée et que le partenariat doit toujours se faire gagnant-gagnant. Autre chose, je veux dire, l'IA aujourd'hui, c'est un accélérateur très important, d'accord? C'est une promesse très importante pour notre continent africain, à condition, encore une fois, et on n'arrête pas de le dire, que les différentes instances collaborent en réalité, qu'il y ait, vous avez parlé, professeur, avec cette interopérabilité entre les différents acteurs, entre les différents outils donc, qui utilisent l'intelligence artificielle sur la base, en réalité, d'une souveraineté de données. Ne vous inquiétez pas, je finis par la dernière diapositive, car moi, je me suis préparé pour un long speech, mais tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes devant une opportunité historique pour l'Afrique. Ça demande quoi? Ça demande que nos mathématiciens, que nos informaticiens maîtrisent en réalité la question des algorithmes. Car les algorithmes, aujourd'hui, tout le monde les utilise, donc chacun de sa manière, etc. Mais tant que la collaboration avec les mathématiciens, avec les informaticiens, avec la souveraineté en réalité algométrique, donc, on ne peut pas en réalité développer donc, une souveraineté médicamenteuse et on ne peut pas développer une souveraineté de la donnée. Deuxième chose, donc le contrôle des données, et j'en ai parlé. Aujourd'hui, la pharma digitale est quelque chose de très stratégique pour notre continent africain. Et j'espère que cette agence africaine du médicament avec laquelle on a tant parlé, etc., qu'elle met vraiment la question de la pharma digitale au cœur de sa stratégie en réalité africaine. Sans ça, et sans vraiment un cadrage, je veux dire, sans orientation politique et un cadrage réglementaire souverain en Afrique, on ne peut pas en réalité arriver à une souveraineté médicamenteuse en Afrique. La question, en fait, des défis spécifiques à nos pathologies. On a tellement parlé. Je crois qu'en Afrique, nous avons des pathologies spécifiques. Et je crois que l'IA doit aller justement de donner des réponses spécifiques à ces pathologies et trouver le moyen de développer des médicaments en réalité spécifiques à ces pathologies. Et je termine par, je crois qu'on est au cœur en réalité d'une révolution internationale et je crois qu'il est temps à ce que l'Afrique prenne la chose très au sérieux pour arriver véritablement à une souveraineté médicamenteuse sur la base d'une souveraineté des données et sur la base d'une souveraineté industrielle. Et merci beaucoup. Thank you, Professor, and apologies for the confusion, and thank you kindly for adapting in consideration of time. I see a lot more of us have joined today. Welcome. So in the interest of time, we'll move to the next panelist. And I hand over to Mr. Inza. Merci beaucoup, professeur, pour ces échanges ô combien importants. Je pense qu'ils ont éclairé la lanterne du public par rapport à ces problématiques d'intelligence artificielle. I'm heading to Mrs. Wanjiru Kigati, who have a beautiful name and very well dressed, by the way. Welcome to Senegal. I hope you're enjoying your stay. We all know that AI is not a bubble, it's a revolution, and everybody has his word about it. And Africa also is building in its own way its own AI system and encouraging also his citizens to build, to create, and to develop solutions that will be much more efficient for Africa. That leads me to the question itself, that will be, what are the challenges of financing digital health and artificial intelligence in Africa? And what are the recommendations that can be made for promoting digital health and African intelligence in Africa? And I will state that question also in French. Quels sont les défis du financement de la santé digitale, de l'intelligence artificielle en Afrique? Et quelles recommandations pour la promotion de la santé digitale et de l'intelligence artificielle en Afrique? Bonjour à tous. Thank you for that question. So first, I would like to thank Professor Awa for this platform to allow us young
professionals to be in such a platform where we can discuss about AI and what we are doing in our current setup. And also I would like to thank Speak Up Africa for the initiative that they have that is called African Women in Digital Health, where they're getting 5 tech innovators and health professionals across Africa, and they are giving us mentorship on ensuring that whatever projects that we have regarding AI and tech can be scaled up to improve Africa. So let's give them a clap of applause for Speak Up Africa for that initiative. So to answer your question, the challenges that we are having when it comes to AI and digital health in Africa is mostly financing. And I like that this question is compounding on what the 2 professors have mentioned regarding how we can utilize AI to improve health outcomes in Africa. So when it comes to financing, we have the fact that AI builds up on data, and the fact that Africa generally does not have its own data. When you read the McKinsey report, they say that Africa contributes less than 1% of global data, meaning when you want to have an AI model that is speaking to the African realities, it is impossible because the data that you're going to pick up to develop that AI will be biased and it will not speak to the local realities. Another challenge that we have is we do not have AI chips for Africa. So it is very interesting that raw materials that are used to develop the AI chips come from Africa, be it cobalt, colloid, manganese, lithium, all of them come from Zimbabwe, DRC, Zambia, Madagascar, South Africa. And then these raw materials are picked and taken to South Korea and Taiwan. Then they develop these chips. Then when they have almost ready chips, they're taken to the US where they're designed by NVIDIA, and Qualcomm and all other those tech companies, and then they are sold to us as Africans at very high prices. So I usually call it an AI mineral paradox, because we are the ones who have the minerals, but we cannot be able to have those AI chips. So that is the second challenge. The third challenge is the capacity. It is interesting again that in Africa we have 400 million youths between the age of 15 and 35, which is the largest globally. And we have 40% of those 400 million who have a degree, meaning Africans are well-read. We have the capacity, but then we don't have the capacity that will help us to build AI in Africa. So let's get this. We have data engineers, we have software engineers, we have health professionals, but none of them has been able to develop an AI chip, has been able to develop a data center that is purely speaking to Africa. So that is a challenge that I feel like we should be able to address and sustain whatever solution we are going to get. So that's the third thing, we don't have local capacity. The final part, and this is a very sad state of affairs, is that all the data that we have in Africa, and I mean all, on your phone, DHIS2, on your computers in your hospitals, all of them, we don't have a cloud system in Africa. All of them are managed by US companies like Amazon, Google, Oracle, all these Microsoft. And it is so interesting that it can get to a point where I was telling someone, Africa faces the danger of being, facing a security danger where we can be threatened by that data, where we have a public health emergency and we want that data to be able to predict maybe how the disease is going to travel within Africa. But because we don't have that data, we don't own it, we'll have to buy that data. And they can sell it to us at any price that they want. So we are at the mercy of these American and European countries, which is a very serious situation to be in. So other than these being challenges, I still feel like we have hope. There are ways that we can solve these problems. And one of these solutions is having a funding mechanism for digital economic zones. So in Kenya, we have an economic zone called Konza City. So the previous president, President Kenyatta, he developed a hub that where all tech companies can come and work there. So he provided corporate incentives, but now, even though he provided these incentives for corporates,
for where tax is being reduced, you can import things at lower prices. It was very destabilizing for some Kenyans because you have been having this company for 10 years at location X, and now you're being forced to move to another economic zone. But then one of these solutions, the way we can make this better for us Africans is to develop digital economic zones. So these digital economic zones, they'll be hybrid zones. So people who are starting up like startups, they can come to these economic zones, and then people who are very far can be given the privilege even though they are working digitally. So we have these economic zones. You can either work hybrid, or you can do purely digital, or you can come and be static in that economic zone. And these benefits will come in this way. They allow us to have easier business registration. We had this conversation on Wednesday where we were talking about the bureaucracy of startups. When we want to start a startup, you always have to follow protocol. It takes almost 6 months to even start your startup. So it discourages people who are working on AI and digital health. So when you have now easier business registration, then they give electricity subsidies. Because when you want to use an AI model, it consumes a lot of electricity. And you need an interrupted electricity supply. And it is known, Africa, our electricity always goes off and on when it wants. So if you're running a model and it stops, and your computer they go off, that's it. You'll have to start all over again, and you waste a lot of time. So these zones will have also, you'll be given subsidies when it comes to electricity. Another thing, when you're doing these AI incentives or these models that are using AI, you need an interrupted internet connectivity. So you need subsidized broadband. The government, when they have these zones, these digital zones, they give you a subsidized broadband. They say other countries, other citizens are paying X amount of money, but because you're working on an AI initiative or a digital health initiative that is going to save lives, we are going to reduce it either maybe by 50% or 30% so that they make it easier for people working the zones. Another thing is also ensuring that these people who are working here are encouraged. If they can do zones that encourage people who have never started before, so you're told that if you're a startup, let's get these zones for you. So that is the first solution, getting special digital economic zones. The second thing, it's about these AI chips. I don't know if we realize just how expensive data is. And I like what Professor said, data is way expensive than gold at this point. And that is why you find that the Americans are always building on platforms that will gain our data, then they use that data to sell it back to us. So if we can have these AI chips companies that are picking our raw materials, then governments can negotiate with them. And they say that when you are picking this manganese, this cobalt, this lithium from our countries, ensure that we have at least a local assembly company in our country, and also ensure that you have local training. So I remember there's a time when Japan was introducing Isuzu and Toyota, and they were coming to develop those cars in Kenya, and they were told that when you bring your materials, you'll be using some of the materials from Kenya, and then you will employ Kenyans to make these cars. You'll not be getting Japanese from your country. So this will help us to build the economy and also build capacity building in our countries. So when they're developing these AI chips, it is so sad that if just in case they decide they're not going to sell us the AI chips, no one in Africa will know how to develop these chips. So we need to have industries, when they come to pick those raw materials, they should leave something behind. And not just they should be able to develop small, even if it's industrial complexes that will employ locals, and the government will benefit from that, them getting something. They just don't take something from us, they take something and leave something also. The third thing I believe that we can leverage on is something they call tax holiday. So tax holiday is something that Singapore, India, UK, Ireland are doing. So they give private companies that are doing startups, they give them like 10-year tax-free initiatives. They tell you, you have this AI model that wants to save lives, and you have already given us projections, and you're saying that it's going to do something great. For 10 years, you're not going to be asked for any tax. And this is very important. Speaking as a tech founder, is because sometimes you can start initiatives like the one that I'm currently working on. I am using AI to provide sexual and reproductive health to blind and mentally challenged children.
That is a startup that I know for sure I will never make money out of it. And when I'm doing it to support the children. It has nothing to do with money, but I will need money to finance that work. So the fact that the government can tell me, for 10 years, I will allow you to do your project, I will give you tax incentives, I'll get you grants, and you can be able to work tax-free. It will be very relaxing for startup founders. Also, you see, like in India, they did that for 10 years. They were giving young people, they tell them, if you're a tech founder, you want to do something using tech, we are giving you 10 years tax-free, and they've been able to raise $235 million in just 1 year, in terms of how much revenue they've been able to collect. And India right now is selling a lot of data to other countries because the government has really supported them when it comes to these tax holidays. Singapore is 15 years, Malaysia, from where she's from, I think it's 8 years. So if other African governments can borrow that and give tax holidays to tech founders, that will go way ahead in ensuring that we utilize AI in health initiatives. And the last one, and which is very important, is us creating data centers and local cloud systems. As I've mentioned before, all our data is owned by Google, Amazon, Oracle, Microsoft. So if we can have countries, because it is very expensive to create a data center, if you can have regional hubs where West Africa and Central Africa come together, they develop a regional hub that will be using, will be collecting all data sets from their region, they anonymize it, they standardize it, and make sure that everyone who wants to come, for example, like me, I want to find out how is menstrual hygiene uptake in West and Central Africa. I come to maybe, let's say, Nigeria, they give me the data, then they charge me a certain amount of money. So it is pay as you earn, pay as you use. They do a pay-as-you-use technique. So every time I'm using the data, I pay a little amount of money, and then that money goes back to that research hub to ensure that it is used to maintain infrastructure. And then we can have also local systems that are clouds. So whenever setup is working on, that information is saved in that country's cloud or that regional cloud, so that we don't be at a situation where we are always at the mercy of Western countries giving us data. Thank you. Thank you very much, Doctor. I think that the information that you shared to us are very, very, very important, and you are pointing very big problems. I myself, I have faced a lot of those problems because we have built a chatbot that is speaking local language, but we face the same issues that everybody has faced when they build an AI solutions that is tackling text or economy or something like that. They have the problem of the data because you have to either download data that are already available online. Sometimes they are not very good, and if you have to have your own data set, it costs a lot of money. Also, there's an issue when we talk about finance of financing the development and fine-tuning of your own AI model. It costs very, very too much, and it's very difficult for young Africans to build solutions from beginning to top that can be implemented, deployed, and scaled if they don't have the support of the government and mostly the finance. And you talk also about the information of Africa to build its own AI systems, to its own cloud, its own also data centers. So we will have a little bit of sovereignty, and we will know how to distribute it and be less dependent of the GAFAM who sell us those data at a very, very, very hard price. And that's very important also, that the fact that you pointed the digital economic zones, that could be also a very big solution. I went to Morocco recently, and I've seen that they started doing it in the University of UNC Spain, the Polytechnic University of Mohammed VI, and they are just doing exactly all the recommendation that you have been sharing to us, and that's also very important. Thank you also for the extent that you give to us. I will head up to Professor Cheikh Oumar Bakayoko, who is director in the Center of Innovation and Health of Mali, is Digitante Mali at the University of Science, Technique and Technology of Bamako. Professor, we welcome you in Senegal. We hope also that you are enjoying your stay. I will state your question in French first, and after that I will do it in English. Alors, la question que l'on adresse au professeur, c'est comment assurer un accompagnement efficace des innovateurs et des start-upers locaux dans les pays africains
pour accroître leur contribution à la réalisation de la souveraineté sanitaire. La question en anglais, how to provide effective support to local innovators and startups in African countries to increase their contribution to achieving a health sovereignty. Professeur. Merci, bonsoir à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs pour nous avoir donné l'occasion de participer au forum et d'apporter notre modeste contribution en 5 minutes. C'est un challenge, hein, donc comme vous le savez. Alors, c'est une question pertinente dans la mesure où en Afrique aujourd'hui, on voit, hein, il y a on rencontre, il y a plus de CO et fondeurs en réalité que des projets. Moi, je dirais simplement, il faut s'arrêter 5 minutes si nos pays veulent rester dans la course, s'arrêter 5 minutes, réfléchir et faire exactement comme Einstein disait. C'est-à-dire, face à un problème donné, il disait, si il avait 1 heure de temps pour sauver le monde, il allait mettre 55 minutes pour réfléchir au problème, bien cerner le problème, et 5 minutes pour trouver la solution. Et on se retrouve dans ce contexte. Les ABC pour les startups, pour les maintenir, on les connaît. Je vais les rappeler, mais le cœur du sujet, c'est une action qui est non seulement concertée, intégrée, et qui est basée sur une vision. Donc il faut une vision au niveau du pays, qu'est-ce qu'on veut comme innovation. Il faut une vision au niveau régional, qu'est-ce que nous voulons comme innovation. Le premier axe, je dirais qu'il faut créer un écosystème en santé qui est cohérent mais qui est connecté. Quand je dis connecté, ce n'est pas la connexion forcément technologique, mais la connexion dans la recherche ou dans l'identification des besoins. C'est-à-dire comment on va faire en sorte qu'on ait un écosystème qui va favoriser non seulement la naissance, mais l'accroissement et la pérennité des startups. Et pour ce faire, je pense qu'il y a quelques aides au niveau de certains pays. Il faut renforcer ces aides-là. Et puis, essayer de leur donner des financements qui sont stables, qui peuvent permettre en fait de mener des projets de long en large. Il faut créer des pôles d'excellence. Pourquoi je parle de pôles d'excellence? Parce que des fois, il y a une multiplication de la même innovation dans le même pays, mais les acteurs ne le savent pas. Donc, il faut créer des pôles d'excellence dans les domaines prioritaires, comme la e-santé, dans le domaine prioritaire comme la biotech, où les gens peuvent être à un seul niveau, au niveau des campus, où vous allez trouver des acteurs qui vont travailler sur les neurosciences, des acteurs sur la santé digitale, d'autres sur la santé publique, la pharma, pour qu'ils puissent se concerter pour identifier des innovations d'usage et qui sont alignées sur les politiques et les priorités de santé. Et un autre élément important dans cet axe, c'est de favoriser le partenariat public-privé, parce qu'on se rend compte que des fois, il y a une certaine concurrence entre l'État même et les startups, parce que dans nos pays, j'ai la chance de voyager un peu partout en Afrique. Ce que je vois, il y a ce qu'on appelle des établissements à caractère scientifique et public au niveau de l'État qui ont pour rôle de vendre des services à un moment donné, mais à côté, il y a des startups, il y a les innovateurs qui sont là, qui vont offrir les mêmes services. Donc, ce qui fait qu'il y a des concurrences sur le même marché. Et une fois que ces startups sont créées, il faut bien entendu les accompagner. Et l'accompagnement passe par l'incubation, par les processus d'accélération des innovations qui sont déjà créées, mais aussi il faut offrir un accompagnement juridique et administratif. Dans certains pays, les startups sont créées, ils ne savent pas la réglementation, ils ne savent pas où se trouvent les institutions pour enregistrer leurs innovations sur le plan de la propriété intellectuelle, par exemple, comment se fait les brevets, ainsi de suite. Donc, il faut accompagner ces startups-là. Et enfin, sur cet axe, il faut développer des fonds d'investissement. Mais lorsque je parle de fonds d'investissement, il faut que l'État participe, puisqu'on parle de souveraineté. Donc, des fonds souverains qui vont faire en sorte que l'État peut
maintenant diriger les innovateurs vers les priorités de santé qui ont été identifiées dans les politiques de santé. Et un élément qui est important, il faut renforcer les compétences des innovateurs, mais aussi les capacités des différents centres de recherche. Je venais de dire que tout le monde, dans notre contexte, est CO maintenant. Mais lorsqu'on leur demande les standards minimums, ils ne le savent pas. Donc, il faut renforcer leurs compétences. Donc, cela passe aussi par des partenariats universitaires entre universités, entre innovateurs, entre d'autres pôles de recherche. Et il faut équiper les centres, bien entendu, parce qu'il y a des idées des fois qui sont présentées, mais les gens n'ont pas de quoi pour faire des prototypes et pouvoir tester ces prototypes-là. Donc, il faut vraiment accompagner dans ce sens aussi. Le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc, il faut structurer des financements qui sont pérennes et accessibles. Et en créant les fonds nationaux d'innovation, qui existent dans certains pays, hein, mais sauf que même si votre innovation est je prends l'exemple de la Covid, j'ai connaissance de beaucoup de pays où on a sélectionné des innovations, mais la Covid a pris fin en Afrique avant que ces innovateurs puissent avoir des fonds pour pouvoir développer leurs idées en réalité. Et il faut encourager aussi, dans le cadre de ce financement, les banques de développement et mobiliser la diaspora, parce que la diaspora africaine, c'est une force inestimable, et en termes de compétences, mais aussi en termes d'appui financier. Un autre élément dans le financement, c'est des mécanismes de marché innovants. C'est-à-dire que l'État va faire des appels d'offres, et dans ces appels d'offres-là, il faut réserver une part aux solutions locales. Bien entendu, si ces solutions locales sont robustes, si ces solutions sont assez matures, parce que des fois, on met les innovateurs en concurrence, en fait, avec le monde entier, avec des industries qui ont des capacités énormes que nos entreprises ne peuvent pas avoir. Donc, en ce moment, il faut regarder cette partie pour réserver une part des marchés aux solutions locales. Et l'autre chose qui peut miner si on quitte nos pays pour le niveau régional, c'est le cadre réglementaire, mais aussi c'est le cadre un peu de la transparence. Donc dans ce cadre-là, il faut harmoniser, à mon avis, la réglementation qui peut se faire sur la base déjà des structures régionales existantes, comme la CEDEAO ou d'autres structures. Comment on peut faire en sorte qu'un innovateur sénégalais qui veut aller s'installer au Mali n'ait pas à reprendre tous les processus réglementaires. Et sur le plan de la réglementation aussi, je pense qu'il faut mettre en place des politiques de préférence nationale, mais aussi des préférences régionales. Et malheureusement, si je regarde au niveau des organisations même ouest-africaines de la santé, des fois quand on regarde les appels d'offres, sur la première ligne déjà, ils éliminent tous les innovateurs africains. Parce qu'ils disent il faut avoir des expériences de marché de 1,5 million de dollars, des expériences de marché de 2 millions de dollars. Quelle est la petite entreprise, le petit start-up qui peut justifier une telle expérience? Il faudrait bien qu'à un moment donné, que nous-mêmes, on fasse confiance et qu'ils commencent par nos propres marchés de 1 milliard de dollars pour avoir cette expérience. Une fois qu'on fait tout ça, il faut favoriser, bien entendu, la mise en réseau, parce que souveraineté ne veut pas dire s'enfermer, ça veut dire c'est regarder en face, faire en tout cas des partenariats gagnant-gagnant, mais mettre les gens aussi en réseau comme aujourd'hui, même si on n'a pas assez de temps pour rentrer en profondeur. Je pense que de tels forums sont très importants pour mettre en réseau les innovateurs et les intégrer dans les chaînes de valeur au niveau mondial. Et le dernier élément qu'on ne parle pas beaucoup de fois, c'est l'évaluation. Donc, il ne suffit pas d'investir. À un moment donné, il faut évaluer. Il faut essayer de regarder qu'est-ce qu'on avait assigné comme activité, qu'est-ce qu'on avait assigné comme indicateur de réussite en termes de productivité, en termes d'emplois créés à ces innovateurs-là. Donc, il faut évaluer selon une évaluation à 3 niveaux. C'est-à-dire on connaît les intrants, on mène les actions, on mesure après
les extrants, les produits, et on répare sur la base de l'expérience et sur la base des leçons apprises. Donc cela peut nous amener à une sorte de maturité. Donc pour résumer, c'est que le succès pour une innovation souveraine va se baser sur une approche qui est intégrée, donc qui est capable de lier l'éducation à la santé, l'éducation au financement, mais à tout l'écosystème qui est intégré. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur. Vous m'excuserez peut-être de revenir sur les éléments que vous avez abordés tout à l'heure pour des questions de temps, mais c'est franchement quelque chose de très important. Je m'en vais vers professeur Adji Bousso Dieng, qui est professeur adjoint en informatique à l'Université de Princeton. Professor, we welcome you on this stage. You have been working in computer science at the University of Princeton and had done also a lot of work on the digital health and also in AI recently. So the question will be, and I will state that later in French, what are the main challenges and what are the advice that is given to African countries to promote digital health and AI? So I will state also the question in French. Quels sont les principaux défis et quels conseils donner aux États africains pour la promotion de la santé digitale et de l'intelligence artificielle? Thank you for this question. I think everything has already been said. My panelists have highlighted the main challenges already. I'm happy to be here. Thanks everyone for staying. But I'll mention those challenges still, and then I highlight some recommendations I think we can follow to try to tackle these challenges. They are very big challenges. The first challenge relates to data, and everyone has talked about it. There's a big data fragmentation on the continent. A lot of countries still have their systems based on paper. They have record systems based on paper. And for the countries that do have computer-based systems, every healthcare provider has their own system with their own standards, and those systems don't communicate. People have brought up the interoperability issue. So that's a big problem. The second problem related to data is genomics data. Africa has the biggest, the richest genetic diversity in the world, and genomics is key to delivering personalized medicine. However, we are not mapping our own data. There have been initiatives like H3 Africa who worked on mapping genomics data, but the data they collect is housed outside the continent, which is counter to data sovereignty. If I had to mention recommendations when it comes to dealing with this data challenge, it would be one to come up with a Pan-African data governance framework that would outline and enforce the ethical and legal requirements for any health technology in our countries, whether they are private or public health technology. And the second recommendation would be for each country to have their own interoperable national level electronic health record system that would allow, when a patient goes to the doctor, then the doctor already has the medical history for the patient so that they can deliver better care, avoid doing redundant testing, and that same EHR can allow our governments to also monitor health better and also assign resources appropriately. And these systems are also good. They provide good data for designing and building government-funded AI systems that can in turn assist patients with their health. The second challenge, beyond the data challenge, is the infrastructure challenge. I think that has come up as well. As you know, the AI systems, they rely on these data centers. And these data centers typically need a lot of energy, and they also need a lot of water for cooling. And so this is a challenge because those are actual challenges for the continent, energy and water. And so there's this chicken and egg problem that seems to take place. One recommendation I would have for that infrastructure challenge is to not
think about building data centers the traditional way, which is that having them depend on energy and water, but to actually take this as an opportunity to co-create these data centers with green energy projects. For example, you construct these solar farms and you build a data center near it. And we have, sun, and we have other natural energy sources as well. So that may be a reasonable thing to do. Companies like Google and Amazon are exploring this approach of, building these data centers next to geothermal plants or solar farms and things like that. The third and final challenge I can think about is the human capacity problem. Somebody brought that up as well. AI and digital health, they bring new sets of skills that are needed for these specific technologies. And so we need people who are well versed in AI, data management, security, ethics, and systems engineering. And so there's a gap when it comes to that. And I think a few recommendations for dealing with that human capacity problem is to tap into the diaspora, and so create programs that would pair local experts with experts in the diaspora, bring them together, identify priorities when it comes to health on the continent, and then pair those experts together and fund them. This is something that people do in some other countries, and I think it can work because a lot of Africans abroad, they still care about their countries, and I think they would be willing, with the right framework and funding, to engage in projects like that. So that's one. And then the second one would be, and this is more longer term, is to educate for interdisciplinarity. So educating the youth, that's more longer term, but we can already invest in identifying curricula that are uniquely targeted to solving our health needs in this digital AI era. Thanks, everyone. Thank you very much. Thank you. Can I please check if Mr. Jean is online? We just want to make sure we don't miss out on one speaker. Est-ce que vous pouvez vérifier si le professeur qui devait être en ligne est là? No. Il n'est pas connecté. He's not connected. He's not connected? Yeah. Okay. So it gives us a little bit of time to go through our panel for last remarks. But before that, we have our special guests in the audience. Mr. Issa? Alors nous avons un Sénégalais qui est très bien reconnu dans le domaine de l'IA, qui a eu à travailler avec Google et qui a représenté aussi le continent sur beaucoup de challenges et qui a aussi créé une entreprise qui s'appelle Kera Health et qui s'appelle Moustapha Cissé. Je ne sais pas s'il est là. Est-ce que Moustapha Cissé est là? Microsoft? He's not there? Okay, our special guest is unfortunately not present actually in the room. Yeah. We were also we also said that there'll be a list of invited investors and innovators from the youth forums. Are we in the room? No. Est-ce qu'il y a des investisseurs ou des innovateurs qui travaillent dans les domaines que nous avons abordés tout à l'heure avec les professeurs qui sont présents dans la salle? Not a problem if not. Oh, we have one hand. Sir, if we can ask for a 1 or 2 minute remarks, please. Sorry to keep a limit on the time. On vous demanderait, puisqu'on a des difficultés par rapport au timing, de peut-être le limiter à 1 minute. Merci beaucoup. Non, je suis dans cette session par hasard, mais je suis de la Banque mondiale. Donc quand vous demandez aux investisseurs dans le digital,
Donc, je suis obligé de lever la main. Je ne sais pas si je suis la bonne personne à répondre à votre question. Mais je peux éventuellement partager mes réflexions si ça peut être utile. Oui, donc mon nom est Moussa Dien, je suis économiste principal au niveau de la Banque mondiale, en particulier au niveau du Global Financing Facility. Donc, je pense, comme vous le savez, le EI aujourd'hui, le digital, dans le secteur de la santé, constitue un élément accélérateur. Donc, quand on parle d'investir, en particulier sur la santé de la mère et de l'enfant, ça devient aujourd'hui un pilier essentiel. Je pense qu'on en a parlé ce matin un peu de comment on peut rendre aujourd'hui l'aide au développement au pays de manière catalytique en investissement, par exemple, sur les données, mais aussi sur le digital, pour renforcer les capacités des pays, mais aussi pour améliorer la gouvernance, parce que c'est un élément essentiel aujourd'hui qui rentre dans l'amélioration de la transparence dans la gestion des ressources. Et quand on parle de cela, il y a tout derrière toute une perspective d'améliorer l'efficience dans l'utilisation de ressources. Donc ça, c'est une perspective qui est donnée. Mais aujourd'hui, quand on parle quand même du digital, de l'IA, je pense qu'on parle aussi dans la perspective de la prestation des soins. Donc, parce que comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes quand même à le besoin sur les soins de santé de manière générale, la demande que nous avons au niveau de l'Afrique, le gap que nous avons au niveau de nos pays, il est assez important. On se pose la question, comment on peut utiliser ces nouvelles technologies-là pour adresser ces questions? Je pense qu'un des intervenants a bien adressé la question. Comment on s'assure que l'agenda que nous avons aujourd'hui sur la digitalisation est un contenu qui répond aux besoins de nos pays? C'est ça la grande question en fait qu'il faut se poser. Et j'espère que cette fois-ci, on ne sera pas en retard et qu'on ne va pas courir derrière pour parler d'alignement ou bien c'est ça le risque majeur. Je pense qu'on sera au rendez-vous et ça fait plaisir de voir un peu toute cette jeunesse qui est investie sur le digital et en particulier la Banque mondiale quand même aujourd'hui est tournée véritablement. Aujourd'hui dans la région, presque dans tous les projets, vous allez dans tous les pays que je connais plus ou moins, vous allez trouver un projet qui travaille sur le digital, dans la perspective de mettre en œuvre en réalité les fondations, qui sont l'accès à l'Internet, qui sont quelque chose assez basique, permettre de démocratiser, mais de construire aussi les capacités. Parce que ça, c'est un élément important qu'il faut considérer. Mais vous trouvez aussi dans tous les projets presque maintenant qui sont santé, vous trouvez une composante qui permet d'accompagner les pays sur le digital. Donc ça, c'est vraiment pour pousser sur le digital de manière globale. Et c'est des opportunités aussi que j'espère que vous, en tant que jeunes, investisseurs, promoteurs, experts, vous pourrez les utiliser comme des plateformes au niveau des pays afin de soutenir cet agenda que nous avons dans la plupart de nos pays. Souvent, je sais que l'information n'est pas assez partagée. Je sais qu'il y a souvent un problème d'information. Et un des problèmes majeurs que nous avons, je pense, dans nos pays, c'est l'asymétrie d'information. L'asymétrie d'information se trouve à tous les niveaux et entre les différentes, plus ou moins, échelons, je dirais, ou catégories de population. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à qui ont des projets très intéressants et qui pourraient être un élément assez déterminant pour accélérer les choses, mais souvent nous ne sommes pas assez informés des opportunités que nous avons au niveau des pays. Il y a souvent le niveau politique qui a un agenda très intéressant, mais qui n'est pas au même niveau d'information que l'expertise nationale. Et quand je parle de l'expertise nationale, il est autant au niveau local que ceux qui sont à l'extérieur. Donc je pense que c'est ces connexions, comment on arrive aujourd'hui à nous assurer qu'on puisse casser ces murs que nous avons construits
afin de permettre une meilleure communication. Bien sûr. Je pense que ça pourrait être un élément qui pourrait favoriser mieux d'investissement dans ce secteur-là. Bien sûr, bien Merci pour la Merci parole. beaucoup pour ces échanges très instructifs. Merci beaucoup. On nous signale malheureusement que nous avons épuisé le temps qui nous était accordé et qu'il y a le président de la République qui est peut-être en route pour faire la cérémonie de clôture. Je laisse la parole à Vincidia pour peut-être les derniers mots. I will sacrifice my closing remarks for very quick 30 seconds closing remarks. 30 seconds strictly from each panelist, if you would like to. And starting with Professor Khalid. Non, c'est vraiment dommage en ce qui concerne donc l'organisation de cette session, qui en réalité est une session stratégique. Et en fait, moi, j'aurais aimé à ce que cette session soit directement après le forum des jeunes, car on a vu vraiment une production d'applications extraordinaire. Et je crois que cette session aurait été quelque part en fait une session de synthèse en fait de tout ce qu'on a entendu lors du forum des jeunes. Mais j'ai une recommandation et je crois qu'on n'a pas intérêt à rater ça. Je crois qu'on a intérêt à sortir, à mon avis, avec un comité ou une sorte de task force quand même, qui dans un premier temps donne en moins la liste en réalité de l'ensemble des personnes qui ont assisté aujourd'hui lors du forum, donc qui sont intéressés par ce domaine stratégique, à mon avis, une base de données donc qu'on doit partager. Et je dirais même très rapidement, pourquoi pas, confectionner une plateforme au cours de laquelle on doit échanger quand même de nos expériences et, à mon avis, travailler au cours de l'année. Et là, sincèrement, j'invite professeur Papa Salif vraiment d'essayer à ce qu'on saisit quand même cette occasion pour ne pas rater quand même cette position, je dirais, très importante en ce qui concerne cette question de l'intelligence artificielle et de la souveraineté, donc sanitaire, etc., pour essayer au moins de sortir avec une base de données du potentiel humain qui existe et de l'interchangeabilité des expériences. Il ne faut pas qu'on rate ça et qu'on parle et après chacun va partir. Et c'est ça notre défaut à chaque fois. Merci, je suis désolé. Merci beaucoup pour Thank you, Professor. That's a very thoughtful consideration. 30 seconds, absolutely necessary only? Non, je dirais simplement comme le prédécesseur, il y a du potentiel dans ce domaine en Afrique. Connaissant beaucoup de projets, moi je dirais simplement qu'il faut donner le temps à la construction. L'innovation, ce n'est pas le fait de jouer aux pompiers. À chaque fois, il faut s'asseoir, il faut construire les projets de façon solide et ensuite mettre la machine en route. Les Nations Unies disent qu'il y a 1500 milliards, c'est le potentiel que peut apporter l'intelligence artificielle à l'horizon 2030 en Afrique. C'est à nous de voir si on veut mettre les moyens pour aller chercher ça ou ce ne serait que du potentiel en puissance. Merci. All right. On behalf of the 400 million young Africans, I want to say thank you to this platform, and I want to communicate this, that when we are talking about health sovereignty, let us talk about data sovereignty. When we're talking about data sovereignty, ask yourselves, in these initiatives, how many young people are you included in that initiative? Thank you. I was very happy to be here to talk about AI and digital health and sovereignty. One thing that I recall now that was not mentioned is this thing about communication. So there are people, we speak very different languages. We have a rich diversity of languages in Africa, and that becomes even a bigger problem in a health setting where a patient needs to communicate with doctors and everything. And so I think a part of the agenda should be about leveraging AI for translation. And Isa is one of those people who work on things like that, adapting AI to our local languages. And I think that's part of the things to think about when it comes to AI health in Africa. Yeah, Thank you. Professor Mario?
Oui, je voulais juste dire que l'innovation, bien entendu, c'est important. C'est comme des briques qui sont nécessaires pour fabriquer une maison. Mais justement, avec cette comparaison, me revient à l'esprit la phrase de Poincaré qui disait que une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de briques n'est une maison. Et pour prendre cette analogie et pour paraphraser, je dirais Poincaré, je dirais qu'une accumulation d'innovation n'est pas plus un système de santé qu'un tas de briques n'est une maison. Thank you, everybody. I have much to summarize, but again, I will sacrifice my time and voice just to say this. As we close, it is clear that the question that we're discussing is no longer whether digital health and AI will transform health system. The question is actually how Africa can lead this transformation on its own term, following the theme of sovereignty, health sovereignty. So that's something that we can all go back with, thinking of how we can play our roles to feed into the things that we're discussing already. Thank you, everybody, for joining us, and thank you to our distinguished panelists as well, in a round of applause for them and yourself, please.